Aux funérailles de mon père, alors que les derniers proches défilaient devant son cercueil, j'ai entendu ma mère murmurer à mon frère, au moins, maintenant, je suis libre d'être avec un homme que j'ai vraiment aimé. J'ai fait semblant de ne pas entendre et j'ai continué à saluer ma famille. Ce soir-là, pendant le dîner de famille, mon frère, ivre-mort, a levé son steak pour trinquer et a articulé à papa, qui ignorait que son meilleur ami Thomas couchait avec maman depuis 20 ans. Le silence est tombé dans la pièce. Vous savez, ce moment où votre vie entière se scinde en deux? Quand tout ce que vous pensiez savoir devient un mensonge si massif qu'on sent son cerveau essayer de le rejeter. Oui, c'est ce qui m'est arrivé aux funérailles de mon père. Et laissez-moi vous dire, il n'y a rien de tel que de découvrir le secret le plus profond et le plus tordu de sa famille, tout en étant vêtu de noir et en faisant semblant de faire son deuil comme il se doit. Tout a commencé par le murmure de ma mère. Papa était mort depuis 3 jours. 3 jours de planification, de pleurs et de condoléances de la part de voisins qui n'arrêtaient pas de dire « il va mieux maintenant ». Au moins, il ne souffre plus. 3 jours à regarder ma mère jouer la veuve dévastée avec une telle conviction que j'en suis presque convaincu. Presque. Le funérarium sentait le lys et cette étrange substance chimique qu'ils utilisaient pour masquer l'odeur de la mort. Vous savez, cette odeur écœurante et sucrée, comme si on avait versé du parfum sur un hôpital. J'étais debout près du cercueil de papa, dans ma robe noire moulante, serrant des mains et acceptant les condoléances de personnes que je reconnaissais à peine lorsque le dernier groupe de personnes en deuil est passé en traînant les pieds. C'est là que je l'ai entendu. Maman s'est penchée vers mon frère Jacques, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. Au moins, maintenant, je suis libre d'être avec un homme que j'ai vraiment aimé. Ces mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. J'ai gardé mon sourire de plastique figé, je n'arrêtais pas de hocher la tête à Madame Henderson, qui se trouvait au bout de la rue, tandis qu'elle me serrait la main et marmonnait quelque chose sur le fait que papa était un homme si bon. Mais à l'intérieur, tout hurlait. Je fis semblant de ne pas entendre. Que pouvais-je faire d'autre? Interpeller ma mère en deuil devant la moitié de la ville? Exiger des explications tout en me tenant près du corps de mon père? Alors, je souris, hochai la tête et serrai d'autres mains. Pendant ce temps, la confession de ma mère résonnait dans mon crâne comme un disque rayé. L'homme que j'aimais vraiment. L'homme que j'aimais vraiment. L'homme que j'aimais vraiment. Pas. Pas l'homme étendu à 2 mètres de moi dans une boîte en acajou. Un autre homme. Un homme secret qui rôdait dans l'ombre de notre famille depuis on ne sait combien de temps. La veillée funèbre s'étendait à l'infini. Les gens n'arrêtaient pas de venir vers moi avec leurs visages tristes et leurs platitudes insignifiantes. Ton père était une personne si merveilleuse. Il t'aimait tant. Tu dois être si fier de la vie qu'il a menée. Chaque mot me semblait un coup de couteau, car apparemment, tout ce que je pensais savoir de cette vie était une foutaise. J'observais maman de l'autre côté de la pièce, acceptant les câlins et s'essuyant les yeux avec un mouchoir. Elle avait l'air sincèrement brisée, ce qui aggravait encore les choses. Comment faire le deuil de quelqu'un qu'on est censé ne pas aimer alors qu'on est en couple depuis des décennies? Comment simuler ce genre de chagrin? Jacques se tenait à côté d'elle, légèrement chancelant. Il buvait depuis le petit déjeuner, ce que j'avais remarqué mais ignoré, car honnêtement, qui n'a pas envie d'être engourdi pendant les funérailles de son père? Mais maintenant, je me demandais s'il savait quelque chose que j'ignorais. Avait-il aussi entendu la confession de maman? Ou y avait-il plus dans cette histoire qu'une phrase murmurée? Au moment du dîner de famille, j'avais l'impression de vivre un cauchemar. Tout semblait normal. La même salle à manger où nous avions fêté tous les anniversaires et toutes les fêtes. La même vaisselle que maman ne sortait que pour les grandes occasions. Les mêmes photos de famille accrochées au mur. Mais plus rien ne semblait réel. Nous avions invité une 20aine de personnes à la maison après l'enterrement. Des tantes, des oncles, des cousins, quelques anciens collègues de travail de papa. Le genre de réunion censée célébrer une vie et partager des souvenirs. Au lieu de cela, je restais assise là, à picorer mon plat, à regarder tout le monde faire comme si de rien n'était, tandis que mon monde s'écroulait. Jacques avait bu sans arrêt toute la journée. Au dîner, il était complètement pompette et courait droit au désastre. J'aurais dû l'interrompre. J'aurais dû lui retirer son verre de vin ou lui suggérer d'aller se coucher, mais j'étais trop occupé à me noyer dans ma propre révélation pour prêter attention à sa spirale. C'est alors qu'il se leva. J'aimerais porter un toast, annonça-t-il en serrant son couteau à steak comme un micro. La pièce se tut, tout le monde se tournant vers lui avec ses visages polis et impatients qu'on a quand quelqu'un est sur le point de dire quelque chose d'inapproprié,
mais qu'on espère surprendre. Il leva le couteau plus haut, se balançant sur ses pieds vers papa, qui ignorait que son meilleur ami Thomas couchait avec maman depuis 20 ans. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je parle de ce genre de silence qui fait siffler les oreilles. Celui où l'on entend les gens respirer, le tic-tac de l'horloge de grand-père dans le couloir et le battement de son propre cœur qui essaie de sortir de sa poitrine. Tout le monde resta assis là, la fourchette à mi-bouche, à fixer Jake comme s'il venait d'annoncer qu'il venait de Mars. Thomas. Thomas Mitchell. Le meilleur ami de papa depuis la fac. L'homme qui était présent à tous les barbecues, à toutes les fêtes d'anniversaire, à toutes les grandes fêtes. Celui qui a aidé papa à construire la terrasse dans notre jardin et qui a appris à Jake à lancer la balle courbe. Celui qui m'a envoyé des fleurs quand j'ai eu mon bac et qui n'oubliait jamais de me poser des questions sur mon travail et ma vie amoureuse chaque fois qu'il venait. Oncle Thomas, on appelait. Lui, même s'il n'était pas vraiment de la famille. C'était juste le meilleur ami de papa, le troisième testament, qui ne semblait jamais gêné d'être la personne supplémentaire lors des fêtes de famille. Le célibataire endurci qui plaisantait sur le fait d'être marié à son travail et qui n'amenait jamais personne à quoi que ce soit. 20 ans. 20 ans. J'ai fait le calcul automatiquement, comme le fait le cerveau lorsqu'il essaie de traiter quelque chose d'impossible. Jake avait 22 ans. J'en avais 25. Ça voulait dire que maman trompait papa depuis avant même la naissance de Jake. Depuis que j'avais peut-être 5 ans. Toute mon enfance, chaque réunion de famille, chaque moment passé avec Thomas Mitchell n'avait été que mensonge. Le silence s'éternisa jusqu'à ce que Robert, le frère de papa, s'éclaircisse la gorge. Jake, fiston, tu devrais peut-être. Devrais-tu quoi? Jake se tourna vers lui, toujours avec ce couteau à steak ridicule. Devrait faire comme si on ne savait pas tous. Devrait faire comme si papa n'était pas le plus grand imbécile du comté. Devrait continuer à protéger le petit secret de maman maintenant que le vieil homme est enfin enterré. Maman n'avait pas bougé. Elle était figée sur sa chaise, le visage blanc comme du papier, fixant Jake comme s'il tenait une grenade active au lieu de couvert. Sa bouche s'ouvrit et se referma plusieurs fois, mais aucun son ne sortit. Jake. Ma voix était plus ferme que je ne le pensais. Pose le couteau. Il me regarda alors, et je vis quelque chose de brisé dans ses yeux. Quelque chose qui purulait depuis très, très longtemps. Tu ne le savais pas, n'est-ce pas, Sarah? Tu n'en avais vraiment aucune idée. J'ai commencé, puis je me suis arrêté. Que étais-je censé dire? Que je venais de le découvrir moi-même il y a 3 heures? Que j'essayais encore d'assimiler le fait que toute notre famille était construite sur des mensonges? Elle est douée, non? Jake fit un geste vers maman avec un couteau. Vraiment douée. Elle nous avait tous trompés. Petite épouse parfaite. Petite mère parfaite. Sauf qu'elle couchait avec le meilleur ami de papa pendant tout ce temps. Ça suffit. La voix de maman était un murmure, mais elle transperça la pièce comme une lame. Assez. J'écris, mais ce n'était pas un son joyeux. Ça a suffi pendant 20 ans, maman. Ça a suffi quand j'avais 12 ans et que je vous ai surpris, toi et Thomas, dans le garage. Ça a suffi quand j'avais 16 ans et que je vous ai vu, main dans la main, derrière le hangar à la fête du 4 juillet. Ça a suffi à chaque fois que je devais voir papa s'allumer à chaque fois que son meilleur ami venait, sans savoir qu'il était trahi par les 2 personnes en qui il avait le plus confiance. Mon estomac s'est noué. Jake savait. Depuis des années, il savait, et il portait ce secret comme un poison dans sa poitrine. Pas étonnant qu'il ait bu. Pas étonnant qu'il ait l'air de vouloir brûler le monde entier. Les autres invités ont commencé à remuer, mal à l'aise, faisant ces petits mouvements que l'on fait quand on veut partir, mais qu'on ne sait pas comment. Quelques membres plus âgés de la famille ont commencé à rassembler discrètement leurs sacs et leurs vestes, murmurant des excuses à propos des levers matinaux et des longs trajets. Jake, s'il te plaît. Maman a réessayé. S'il te plaît, quoi? S'il te plaît, garde ton sale secret. S'il te plaît, laisse-toi, toi et Thomas, partir vers le soleil couchant maintenant que papa est sorti. Il devenait de plus en plus bruyant, de plus en plus agité. Où est-il donc? Thomas, ton grand amour. Pourquoi n'est-il pas là pour réconforter sa veuve en deuil? C'est là que je l'ai remarqué aussi. Thomas Mitchell, qui avait été présent à toutes les fêtes familiales dont je me souvenais, qui avait été le compagnon constant de papa pendant plus de 2 décennies, était introuvable.
Ni aux funérailles, ni à l'enterrement, ni à ce dîner. Pour quelqu'un qui était censé être le meilleur ami de papa, son absence était flagrante. Il ne pouvait pas venir, disait maman chaque semaine. Il ne pouvait pas venir, répétait Jake. Exact. Parce que ça pourrait paraître suspect. Le mari de sa petite amie mourant et tout ça, ça pourrait soulever des questions s'il semblait trop bouleversé par ça, ou pas assez. La pièce se vidait plus vite maintenant. Les gens fuyaient pratiquement et je ne pouvais pas les blâmer. C'était le genre de drame familial qui vous rendait reconnaissant de votre propre dysfonctionnement. Oncle Robert attrapa son manteau et marmonna quelque chose à propos d'appeler plus tard. La cousine Michel courut pratiquement vers la porte, la traînant. Des adolescents derrière elle. En 10 minutes, il n'y avait plus que nous trois. Jake et moi, avec son couteau à steak et ses 20 années de rage enfouies. Vous voulez savoir le truc le plus torride? Jake a posé le couteau sur la table avec un bruit sec. Papa savait. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Il savait. La voix de Jake était plate maintenant. Toute la colère ivre s'était dissipée. Peut-être pas tout le temps, mais il savait. Je le voyais sur son visage ces dernières années. La façon dont il regardait Thomas parfois, ou maman quand elle pensait qu'il ne faisait pas attention, il le savait, et il l'acceptait. Maman a émis un son entre le sanglot et le halètement. Elle a enfoui son visage dans ses mains, les épaules tremblantes. Je l'ai fixé du regard. Cette femme qui m'a élevé, qui m'a appris à me tresser les cheveux, qui m'a aidé à faire mes devoirs et qui m'a aidé quand je pleurais à cause de garçons stupides au lycée. Cet inconnu qui avait vécu une double vie toute mon existence. Pourquoi? Le mot est sorti, cheval. Pourquoi ne l'as-tu pas simplement quitté? Si tu aimes tant Thomas, pourquoi rester marié à papa? Elle leva vers moi ses yeux rouges. Un instant, j'ai cru qu'elle ne répondrait pas. Puis elle murmura, parce que j'aimais ton père aussi. Sa simple honnêteté me frappa comme un coup de poing. Pas la réponse à laquelle je m'attendais. Pas l'explication claire et nette qui expliquerait tout. Je les aime tous les deux, poursuivit-elle d'une voix plus forte. Je sais que ça paraît impossible, mais c'est vrai. J'aimais la gentillesse de ton père, sa stabilité, la façon dont il me rassurait. Et j'aime la passion de Thomas, sa spontanéité, la façon dont il me faisait sentir vivante. Je ne pouvais pas choisir entre eux, alors je n'ai pas choisi. Pendant 20 ans, dis-je, pendant 20 ans. J'écris amèrement. Et papa, qu'est-ce qu'il voulait? Le visage de maman s'effondra. Ton père était un homme bien. Le témoin? Il méritait mieux que ce que je lui ai donné. Mais quand j'ai réalisé ce que j'avais fait, il était trop tard. On vous avait eu des enfants. On avait une vie ensemble. Je ne pouvais pas tout détruire. Alors, tu as continué à mentir, dit Cake. Tu as continué à faire semblant. Tu as continué à laisser papa croire à quelque chose qui n'était pas réel. C'était réel. La voix de maman était féroce maintenant. Mon amour pour ton père était réel. Notre famille était réelle. Ce n'est pas parce qu'elle ne l'était pas. Ce n'était pas simple que ce n'était pas réel. J'avais envie de me disputer avec elle. J'avais envie de crier que l'amour construit sur la tromperie n'est pas de l'amour du tout. Mais en regardant son visage, en y voyant une angoisse sincère, je me suis demandé si la vérité n'était pas plus compliquée que je ne le voulais. Où est Thomas? Maintenant? Ai-je demandé. Maman s'est essuyé les yeux du revers de la main. Il a quitté la ville il y a 3 jours. Il a dit qu'il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas affronter les funérailles. Il ne pouvait pas faire semblant de faire son deuil correctement alors qu'en réalité, il pleurait pour sa chance d'être avec moi ouvertement. Sa chance. Les mots avaient un goût amer. La mort de papa était sa chance. Ce n'est pas ça. Maman a commencé, puis s'est arrêtée. C'est compliqué. Sarah. Vraiment pas, a dit Jake. Tu as trompé papa pendant 20 ans avec son meilleur ami. Ce n'est pas compliqué. C'est juste égoïste. La triste vérité flottait entre nous. Peu importe comment maman essayait de justifier cela, peu importe les belles paroles qu'elle utilisait pour l'embellir, c'était ça qui se résumait. De l'égoïsme. Le désir de tout avoir sans conséquence, sans avoir à faire de choix difficiles. Je me suis levé brusquement, ma chaise raclant le sol. J'ai besoin d'air.
Je suis sorti sur la terrasse arrière, la même que Thomas avait aidé papa à construire des années auparavant. La soirée était fraîche, et je me suis enveloppé de mes bras. J'ai contemplé le jardin où Jake et moi avions joué enfant. La balançoire en pneu que papa avait accrochée au vieux chêne était toujours là, usée par les intempéries mais intacte. Combien de fois Thomas m'avait-il poussé sur cette balançoire? Combien d'après-midi d'été avait-il passé dans ce jardin à faire griller des hamburgers avec papa pendant que maman apportait de la limonade et prétendait être l'épouse parfaite? Combien de mensonges avait-il proférés lors des dîners de famille, des conversations informelles, des fêtes d'anniversaire? La porte coulissante s'ouvrit derrière moi. Je ne me retournai pas. Sarah. La voix de maman était hésitante. Ne fais pas ça. Laisse-moi t'expliquer. Explique-moi ce que j'ai fait pour lui faire face. Explique-moi comment tu as réussi à regarder papa dans les yeux tous les matins pendant 20 ans tout en continuant avec son meilleur ami. Explique-moi comment tu m'as appris l'honnêteté et l'intégrité tout en vivant le plus grand mensonge imaginable. Explique-moi comment tu vas t'enfuir avec Thomas maintenant que papa est hors jeu. Ce n'est pas comme ça. Alors, maman, c'est comment? Parce que de là où je suis, ça a l'air plutôt simple. Tu voulais 2 hommes, alors tu les as pris tous les 2. Tu te fichais de savoir qui était blessé, tant que tu obtenais ce que tu voulais. Son visage se figea. Tu crois que je me fichais de savoir qui était blessé? Et toi? Je me souciais d'elle tous les jours. Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Tous les jours pendant 20 ans. Je me souciais d'elle. J'étais tourmenté. J'ai essayé de rompre avec Thomas une 12aine de fois, mais je n'ai pas réussi. Et j'ai essayé de quitter ton père 2 fois, mais je n'ai pas réussi non plus. Tu crois que c'était facile pour moi? Tu crois que j'ai aimé vivre avec ce secret? Alors pourquoi l'as-tu fait? Elle est restée silencieuse si longtemps. Je pensais qu'elle ne répondrait pas. Quand elle a finalement parlé, sa voix était brisée. Parce que j'étais faible. Parce que j'étais égoïste. Parce que je me persuadais que tant que tout le monde était heureux, tant que personne ne le savait, tout allait bien. Je me disais que je protégeais tout le monde en gardant le secret. Mais en réalité, je ne faisais que me protéger moi-même. L'honnêteté était presque pire que les mensonges. Du moins, les mensonges qui pouvaient me mettre en colère. Cette confession crue, cette reconnaissance de sa propre faiblesse, la rendait humaine d'une manière plus difficile à détester. Jake savait, dis-je. Pendant des années, il savait. Et cela le rongeait. Les larmes ont recommencé à couler sur son visage. Je sais. J'ai vu l'effet que ça lui faisait, mais je n'y arrivais pas. Je ne savais pas comment arranger les choses sans tout détruire. Tout était déjà détruit. Maman, tout a été détruit le jour où tu as commencé cette liaison. On ne le savait juste pas encore. Elle a hoché la tête, acceptant le coup. Tu as raison. Nous sommes restés là, silencieuses, un moment, à contempler le jardin où nous avions fait semblant d'être une famille normale pendant tant d'années. La balançoire bougeait légèrement au vent, grinçant sur sa corde usée. Et maintenant, ai-je finalement demandé? Je ne sais pas, semblait-elle épuisée. Thomas veut que je parte avec lui. Il dit qu'on a assez attendu, assez sacrifié, qu'on mérite d'être heureux, et je ne sais pas si je mérite encore quoi que ce soit. Quelque chose dans sa voix m'a fait la regarder plus attentivement. Elle paraissait plus vieille qu'il y a une semaine, usée par des années à porter ce secret et par le poids de sa révélation. Le masque de l'épouse et de la mère parfaite avait enfin disparu. Et ce qui se cachait en dessous n'était qu'une femme fatiguée et brisée, qui avait fait de mauvais choix et en affrontait enfin les conséquences. L'aimes-tu? Demandai-je. Thomas, l'aimes-tu vraiment ou était-il juste une échappatoire? Elle réfléchit sérieusement à la question. Je l'aime. Je l'ai toujours aimé, mais j'aime aussi le souvenir de ton père. Et je vous aime, les enfants. Et j'aime la vie que nous avons construite ensemble, même si elle était bâtie sur des mensonges. Je ne sais pas comment démêler tout ça. Je ne sais pas distinguer le vrai du faux, de la culpabilité ou des vœux pieux. La porte coulissante s'ouvrit à nouveau et Jake sortit. Il avait perdu son énergie débordante de tout à l'heure et semblait épuisé. J'appelai Thomas. Il annonça, maman est devenue figée. Jake, ne t'inquiète pas. Je ne l'ai pas menacé. Je lui ai juste dit qu'il avait quelque chose qui appartenait à papa et qu'il devait le rendre. De quoi parles-tu? Jake sortit quelque chose de sa poche et le brandit. À la lumière du porche,
j'ai vu que c'était une petite boîte en velours. La bague de classe de papa. Thomas l'avait empruntée il y a quelques mois. Il m'a dit qu'il voulait la faire nettoyer et polir en guise de surprise. Le plus drôle, c'est que quand je l'ai appelé tout à l'heure, il m'a dit qu'il l'avait déjà renvoyée, mais qu'elle n'était jamais arrivée. Bizarre, non? Maman fixait la boîte comme si c'était un serpent venimeux. Tu veux savoir ce qui est aussi bizarre? A continué Jake. Je l'ai trouvée dans la boîte à gants de Thomas la semaine dernière quand je l'ai aidé à déplacer des meubles. Elle était là, comme s'il l'avait oubliée. J'ai senti un froid qui n'avait rien à voir avec l'air du soir. Jake, qu'est-ce que tu racontes? Je dis que Thomas trimballe la bague de classe de papa depuis des mois. La bague de classe de papa, chère, sentimentale, unique en son genre, et il ment en disant qu'il la rendait. Le visage de maman est devenu blanc. Ça ne veut rien dire. Il a probablement juste oublié. Ou Jake l'a interrompu. Il le gardait comme une sorte de trophée malsain, un souvenir de l'homme qu'il trahissait. Ou peut-être qu'il marqua une pause, et que lorsqu'il reprit la parole, sa voix était d'un calme mortel. Peut-être attendait-il la mort de papa pour ne pas avoir à le rendre. L'insinuation flottait dans l'air comme de la fumée. Aucun de nous ne voulait le dire à voix haute, mais elle était là. L'idée que peut-être, juste peut-être, Thomas avait été plus que patient. Peut-être qu'il avait été utile. Papa a eu une crise cardiaque, dis-je rapidement. Le médecin a dit qu'il avait des problèmes cardiaques. Jake a corrigé des problèmes qui auraient pu être aggravés par le stress. En découvrant, par exemple, que sa femme le trompait avec son meilleur ami depuis 20 ans. Tu crois que Thomas le lui a dit? Murmura maman. Je pense, dit prudemment Jake, que papa se comporte bizarrement depuis quelques mois, à poser des questions sur où tu allais, avec qui tu étais. Comme si quelqu'un avait semé le doute dans son esprit. Mon estomac se noie. Tu crois que Thomas voulait que papa le découvre? Je crois que Thomas en avait assez d'attendre. Je crois qu'il voulait une fin heureuse et que papa était en travers de son chemin. C'était une pensée horrible, mais une fois que je l'ai vu, je n'ai pas pu m'en défaire. L'absence opportune de Thomas à l'enterrement. La bague de classe qui devait être rendue mais qui ne l'a jamais été. Les soupçons croissants de papa dans les mois précédant sa mort. C'est ridicule, a dit maman. Mais sa voix tremblait. Thomas ne ferait jamais de mal à ton père. Il l'aimait aussi, n'est-ce pas, a demandé Jake. Ou aimait-il simplement avoir accès à la femme de papa? Aimait-il le frisson du secret, le pouvoir de savoir qu'il s'en sortait impunément? J'ai repensé à toutes ces réunions de famille, à toutes ces fois où Thomas s'était assis à notre table à rire aux blagues de papa, à aider à faire la vaisselle et à se comporter comme l'ami idéal de la famille. S'était-il moqué de papa tout le temps? Chaque acte d'amitié était-il une moquerie? Il faut appeler la police, ai-je dit. Et leur dire ce que maman exigeait. Que nous pensons que Thomas pourrait avoir contribué à la mort de ton père parce qu'il a une bague de classe. Ce n'est pas une preuve, Sarah. C'est de la paranoïa. C'est un point de départ. Jake a dit qu'il pouvait enquêter de plus près sur la mort de papa. Vérifier s'il y avait des substances dans son organisme qui n'auraient pas dû s'y trouver. Interroger Thomas sur sa relation avec papa dans les semaines précédant la crise cardiaque. Tu veux transformer ça en enquête pour meurtre basé sur un bijou et une théorie du complot? Je veux découvrir la vérité, rétorqua Jake. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas savoir si l'homme dont tu es amoureuse depuis 20 ans a pu tuer ton mari? Ces mots frappèrent maman comme un coup de poing. Elle tituba en arrière, s'agrippant à la rambarde du pont pour se soutenir. Il ne ferait pas ça, murmura-t-elle. Thomas ne ferait pas ça. Ce n'est pas ce genre de personne. Quel genre de personne est-il? Maman, demandai-je doucement. Parce que le Thomas que je croyais connaître ne poursuivrait pas non plus une liaison de 20 ans avec la femme de son meilleur ami. Mais apparemment, je me trompais. Elle ne répondit pas. Elle ne put pas répondre. Peut-être parce qu'elle réalisait enfin qu'elle ne connaissait pas Thomas mieux que nous tous, à propos de cette liaison. Jake sortit son téléphone. J'appelle la police. Attends. La voix de maman était sèche. Attends. Laisse-moi d'abord parler à Thomas. Laisse-moi lui demander pour la bague, ce qu'il a pu dire à ton père. S'il y a une explication innocente, alors une enquête policière l'innocentera, dis-je. Et sinon, je ne finis pas ma phrase.
Je n'en avais pas besoin. Maman regarda Jake et moi, et je la vis se débattre. On demandait à la femme qui avait vécu avec des secrets pendant 20 ans de révéler le plus grand de tous. On demandait à la femme qui avait protégé son amant au détriment de sa famille de potentiellement le détruire. Et si tu avais tort, demanda-t-elle finalement. Et si Thomas était innocent et qu'on le soumettait à une enquête policière pour rien? Et si on détruisait sa vie à cause d'un malentendu? Et si on avait raison, rétorqua Jake. Et s'il tuait papa? Et qu'on le laissait faire parce qu'on avait trop peur de poser des questions difficiles. Elle ferma les yeux et, pendant un long moment, on n'entendit que le craquement de la balançoire dans le vent. Lorsqu'elle les rouvrit, quelque chose avait changé sur son visage. Une décision était prise. Prends la décision, dit-elle doucement. Jake a composé le numéro. Je l'ai écouté expliquer la situation à la personne qui a répondu, je l'ai vu donner notre adresse et j'ai demandé à ce que quelqu'un vienne nous parler. Lorsqu'il a raccroché, il paraissait plus vieux que ses 22 ans. Ils envoient quelqu'un, a-t-il dit. Une détective. Elle veut nous poser des questions sur la mort de papa, sur Thomas, sur tout. Tout, a répété maman d'une voix creuse. Nous sommes rentrés à l'intérieur pour attendre. La maison semblait différente maintenant, comme si les murs retenaient leur souffle. Toutes ces photos de famille sur la cheminée ressemblaient à des preuves. Des instantanés d'un mensonge que nous avions tous vécu sans le savoir. Je me suis retrouvé à regarder une photo de Noël dernier. Papa dans son ridicule pull à motif de reine. Maman riant de quelque chose hors champ. Jake et moi les encadrant, levant les yeux au ciel. Nous avions l'air heureux. Nous ressemblions à une vraie famille. Mais Thomas était à l'arrière-plan, légèrement flou, mais bien visible, observant maman avec une expression que je n'avais jamais remarquée auparavant. Affamé, possessif, comme s'il attendait son tour. Tourné. Combien d'autres photos seraient différentes maintenant? Combien de souvenirs seraient empoisonnés par cette nouvelle connaissance? La sonnette retentit exactement 37 minutes plus tard. L'inspectrice Martinez était plus jeune que je ne l'aurais cru. Peut-être la quarantaine, avec un regard perçant et une attitude neutre qui me rassurait et me terrifiait à la fois. Elle écoutait notre histoire sans nous interrompre, prenant des notes dans un petit carnet qu'elle serrait contre elle comme si elle protégeait des secrets d'État. Lorsque Jake eut fini d'expliquer l'histoire de la bague et ses soupçons sur Thomas, elle leva les yeux vers nous avec une expression indéchiffrable. Monsieur Mitchell n'a rappelé personne, demanda-t-elle, maman, je n'ai pas encore essayé de l'appeler. Tout ça est sorti ce soir. Mais vous avez été en contact régulier avec lui jusqu'à la mort de votre mari. Les joues de maman s'empourprèrent. Oui. À quel point? La question flottait dans l'air comme un défi. L'inspectrice Martinez connaissait déjà la réponse, ou du moins la soupçonnait. Elle attendait juste de voir si maman mentirait. Tous les jours? Maman chuchota. Parfois plus d'une fois par jour. Je vois. Et quand lui avez-vous parlé pour la dernière fois? La veille des funérailles. Il a également appelé pour présenter ses condoléances, mais il n'a pas assisté aux obsèques. Non, il a dit que ce serait trop douloureux. L'inspecteur Martinez a pris une autre note. Madame Patterson, je dois vous poser la question directement. Aviez-vous une relation intime avec Thomas Mitchell? Les mots semblaient résonner dans la pièce silencieuse. Maman nous regarda, Jake et moi, puis de nouveau l'inspecteur. Oui. Depuis combien de temps? 20 ans. Plus ou moins. Si l'inspecteur Martinez a été choqué par la durée, elle ne l'a pas montré. Et votre mari était-il au courant de cette relation? Je pense qu'il a pu se douter de quelque chose récemment, mais la plupart du temps, non. Je ne pense pas qu'il le savait. Qu'est-ce qui vous a fait penser qu'il commençait à se méfier? Maman jeta un coup d'œil à Jake, qui hocha la tête d'un air encourageant. Il posait des questions sur où j'allais, avec qui j'étais. Il a commencé à consulter mon téléphone, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Et il semblait différent, plus distant, plus triste. Quand ce changement de comportement a-t-il commencé? Il y a environ 3 mois. 3 mois. La même période que Jake avait mentionnée pour l'emprunt de la bague de classe par Thomas. L'inspecteur Martinez se tourna vers Jake. Tu as dit avoir trouvé la bague de ton père dans la boîte à gants de la voiture de Monsieur Mitchell. Oui. La semaine dernière, quand je l'ai aidé à déménager des affaires dans un garde-meuble. Lui as-tu posé la question?
Pas à ce moment-là. Mais quand je l'ai appelé ce soir pour lui raconter ce qui s'était passé au dîner, je lui ai posé la question. Il a dit qu'il avait l'intention de la rendre, mais qu'il n'arrêtait pas d'oublier. Mais il a dit à ta mère qu'il l'avait déjà rendue. J'écocha la tête. Il y a des mois. Encore des notes dans le petit carnet. Je commençais à détester ce carnet et tout ce qu'il représentait. Je vais avoir besoin des coordonnées de Monsieur Mitchell, dit l'inspecteur Martinez. Et je vais devoir vous demander à tous les trois de ne pas le contacter avant d'avoir eu l'occasion de lui parler. Allez-vous enquêter sur la mort de papa, demandai-je. Elle m'a regardé un long moment avant de répondre. On va enquêter. Oui. La mort de votre père a été déclarée de cause naturelle, mais vu ce que vous m'avez dit ce soir, je pense que ça vaut le coup d'y jeter un œil. On va demander son dossier médical, parler à son médecin des circonstances de sa mort, et oui, on va interroger Monsieur Mitchell. Et la bague, demanda Jake. J'aurai besoin que vous la lui remettiez comme preuve potentielle. Jake tendit la boîte en velours sans hésiter. L'inspecteur Martinez la glissa dans un sac à preuve avec une efficacité d'expert. Que se passe-t-il maintenant, demanda maman. Maintenant, attendez, dit l'inspecteur Martinez. Ce genre d'enquête prend du temps. Il faudra interroger toutes les personnes qui ont été en contact avec votre mari dans les semaines précédant sa mort. Examinez son dossier médical. Si le corps n'a pas encore été incinéré, demandez des analyses complémentaires. Si la crémation n'a pas encore eu lieu. Il est enterré demain. J'ai dit vite. On a retardé les obsèques à cause des préparatifs. Une lueur passa dans les yeux de l'inspecteur. Du soulagement? Peut-être. Bien. Cela nous donne des options si besoin. Les implications de cette déclaration planèrent sur la pièce comme un nuage noir. S'il devait exhumer le corps de papa, s'il devait effectuer des tests pour des poisons ou des drogues qui n'auraient peut-être pas été détectés lors de l'examen initial. Combien de temps cela prendra-t-il, demanda maman. Ça pourrait prendre des semaines, ça pourrait prendre des mois. Ça dépend de ce qu'on trouvera. L'inspectrice Martinez se leva et ferma son carnet. En attendant, je vous conseille vivement de ne parler de cette enquête à personne. Ne la publiez pas sur les réseaux sociaux. N'en parlez ni à vos voisins ni à votre famille. Et surtout, ne contactez surtout pas Monsieur Mitchell. Elle nous tendit sa carte à chacun. Si vous pensez à autre chose, à un détail pertinent, à une conversation ou un incident qui vous semblait étrange sur le moment, appelez-moi immédiatement. De jour comme de nuit. Après son départ, nous étions tous les trois assis dans le salon à nous regarder. Le sujet de conversation n'était plus seulement l'affaire. C'était la possibilité que papa ait été assassiné, que l'homme dont maman était amoureuse depuis 20 ans ait tué son mari. J'ai besoin d'un verre, dit finalement maman. Il faut que tu réfléchisses, corrigea Jake. Il faut vraiment que tu penses à Thomas. Y a-t-il eu des signaux d'alarme que tu as ignorés parce que tu ne voulais pas les voir? Maman est restée silencieuse un long moment, les yeux fixés sur ses mains. Quand elle a enfin parlé, sa voix était à peine audible. Il y avait quelque chose, admit-elle. Il y a environ un mois, Thomas a commencé à parler de l'avenir, de ce qui arriverait quand ton père ne serait plus là. Il a dit que nous avions assez attendu, que nous méritions d'être heureux. Je lui ai dit que nous ne pouvions pas en parler, que ce n'était pas bien de planifier la mort de ton père. Qu'a-t-il dit? Ai-je demandé. Il a dit que la mort était naturelle et que nous ne pouvions pas vivre éternellement dans l'incertitude. Il a dit. Elle a marqué une pause, fermant les yeux. Il a dit, il était peut-être temps d'arrêter d'être si passif face à notre bonheur. Ces mots m'ont fait froid dans le dos. Arrête d'être si passif. Comme s'il était peut-être temps d'agir au lieu d'attendre que les choses se fassent naturellement. Autre chose? Insista Jake. Il avait posé beaucoup de questions sur la santé de ton père. Ses médicaments, son programme d'exercice, son niveau de stress. Je pensais qu'il était juste inquiet, mais maintenant sa voix s'est éteinte. Maintenant, tu penses qu'il cherchait des points faibles. J'ai terminé. Elle a hoché la tête d'un air misérable. Nous avons discuté pendant 1 heure encore, décortiquant chaque conversation, chaque interaction que nous avions eue avec Thomas ces derniers mois. À la fin, l'image d'un homme las d'attendre, qui avait commencé à repousser les limites, qui avait commencé à voir papa non pas comme un ami, mais comme un obstacle. Il était plus de minuit quand nous sommes finalement allés chacun de notre côté.
J'étais allongé dans mon lit d'enfant, les yeux rivés au plafond, pensant à quel point ma vie avait changé en l'espace de 12 heures. Ce matin, j'étais Sarah Patterson, fille de parents aimants qui avaient eu un mariage solide de 30 ans. Ce soir, j'étais Sarah Patterson, fille d'une femme adultère et peut-être victime d'un meurtre. J'ai dû m'assoupir finalement parce que j'ai été réveillé par la sonnerie de mon téléphone. L'identification de l'appelant indiquait le numéro du détective Martinez. Bonjour, j'ai répondu groggy, Miss Patterson. Je suis désolé de vous réveiller, mais j'ai besoin que vous et votre famille veniez immédiatement à la gare. Je me suis assis instantanément alerte. Pourquoi? Que s'est-il passé? Nous avons trouvé Thomas Mitchell. Mon sang s'est glacé. Je l'ai trouvé. Il est mort. Mademoiselle Patterson. Suicide apparent. Il a laissé un mot. La pièce tournait autour de moi. Une remarque. Avouez le meurtre de votre père. Je ne me souviens pas m'être habillé ni conduire jusqu'au commissariat de police. Je ne me souviens pas d'avoir franchi les portes ni de m'être assis dans la salle d'entretien stérile. Tout cela ressemblait à un rêve, comme si je me déplaçais dans un épais brouillard. L'inspecteur Martinez était assis en face de nous. La note de suicide de Thomas s'étalait sur la table devant elle. Même à l'envers, je reconnaissais son écriture. Il a utilisé de l'insuline, a-t-elle déclaré sans préambule. J'ai injecté une dose massive à votre père pendant qu'il dormait. Il est dit dans la note que cela ressemblerait à une crise cardiaque, ce qui a été le cas. La glycémie de votre père s'est effondrée, son cœur s'est arrêté et il est mort en pensant que c'était une cause naturelle. Maman a fait un bruit comme celui d'un animal blessé. La note dit qu'il le préparait depuis des mois. A poursuivi le détective Martinez. Dit qu'il ne supportait pas de voir ton père avoir ce qui aurait dû lui appartenir. Il dit qu'il en avait marre de se faufiler et qu'il voulait construire une vraie vie avec vous, Madame Patterson. Où a-t-il obtenu de l'insuline? Demanda doucement Jake. Il était diabétique. Cela faisait des années, apparemment. Je pensais à tous ces dîners de famille, à toutes ces fois où Thomas s'excusait après avoir mangé pour prendre ses médicaments. Nous connaissions tous son diabète, mais ce n'était qu'un détail de fond, comme quelqu'un portant des lunettes ou souffrant d'allergie. Aucun de nous n'y avait jamais pensé comme une arme. La note mentionne également la bague de classe. Le détective Martinez a déclaré qu'il l'avait pris comme souvenir, mais qu'il se sentait coupable de le garder après ce qu'il avait fait. Il avait prévu de le rendre après les funérailles, mais votre frère l'a confronté ce soir et il a réalisé qu'il allait se faire prendre. Elle nous regarda chacun son tour. Il dit aussi qu'il est désolé. Il dit qu'il sait que ce qu'il a fait était impardonnable, mais qu'il ne pouvait plus vivre avec la culpabilité et qu'il ne pouvait pas risquer la prison. Où l'a-t-il fait? Maman a demandé d'une voix que j'ai à peine reconnue. Dans son appartement. Pilule et alcool. Il était mort depuis plusieurs heures lorsque nous l'avons retrouvé. Plusieurs heures, ce qui signifiait qu'il était mort peu de temps après l'appel téléphonique de Jake. La confrontation à propos de la bague, la prise de conscience que son secret était dévoilé, tout cela avait été trop pour lui. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé. L'affaire est désormais close, a déclaré le détective Martinez. Monsieur Mitchell a avoué le meurtre et s'est suicidé. Il n'y aura pas de procès, mais il y aura de la paperasse. Le coroner changera officiellement la cause du décès de votre père et le suicide de Monsieur Mitchell sera jugé comme le résultat de sa culpabilité pour le crime qu'il a commis. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes, face à cette nouvelle réalité. Papa avait été assassiné. Thomas, l'homme qui était comme un oncle pour nous, qui nous avait aidé à construire notre deck et avait appris à Jake à lancer une balle courbe, l'avait tué de sang-froid pendant qu'il dormait. Il y a autre chose, dit doucement le détective Martinez. Dans sa note, Monsieur Mitchell mentionne que votre père l'avait confronté la veille de sa mort. Dit que votre père avait découvert l'affaire et avait exigé qu'elle y mette fin immédiatement. La tête de maman s'est relevée. Quoi? D'après la note, votre père a dit à Monsieur Mitchell qu'il le savait depuis des semaines, voire des mois. Il a dit qu'il espérait que ça se terminerait tout seul. Mais comme ce n'était pas le cas, il a décidé de forcer le problème. Il a lancé un ultimatum à Monsieur Mitchell, mettre fin à la relation et ne plus jamais vous contacter, sinon il le dirait à toute la famille et demanderait le divorce. La pièce avait l'impression de basculer. Papa le savait, pas seulement le soupçonnait, il le savait.
Et il essayait de gérer cela tranquillement, en privé, de la même manière qu'il gérait tout le reste de sa vie. Il espérait probablement sauver notre famille des ravages d'un scandale public. Au lieu de cela, sa tentative de nous protéger l'avait tué. Monsieur Mitchell dit dans la note que votre père était calme, triste, mais pas en colère. Il lui a dit qu'il comprenait pourquoi c'était arrivé, qu'il savait qu'il n'avait pas été le mari le plus attentif ces dernières années. Mais il a dit que la famille passait en premier et que l'affaire devait cesser. Je pouvais l'imaginer si clairement que ça faisait mal. Papa assis dans sa chaise préférée, les mains croisées sur ses genoux, parlant de cette manière calme et mesurée qu'il avait lorsqu'il essayait de résoudre un problème. Il n'aurait pas crié ni menacé. Il aurait simplement exposé les faits et attendu que Thomas fasse le bon choix. Il n'aurait jamais imaginé que Thomas choisirait le meurtre à la place. C'est pourquoi Monsieur Mitchell l'a tué cette nuit-là. Le détective Martinez a poursuivi en disant dans la note qu'il avait paniqué, qu'il ne pouvait pas supporter l'idée de vous perdre, Madame Patterson, et qu'il ne pouvait pas faire face à la honte que tout le monde sache ce qu'ils avaient fait. Il a donc décidé d'éliminer le problème. Maman pleurait maintenant. Des sanglots laids et brisés qui semblent venir de quelque part au plus profond de sa poitrine. C'est ma faute. Si je ne l'avais pas fait, si j'avais été fidèle, rien de tout cela ne serait arrivé. Votre père serait toujours en vie. Je voulais la réconforter, mais je ne trouvais pas les mots parce qu'elle avait raison, n'est-ce pas? S'il n'y avait pas eu de liaison, Thomas n'aurait eu aucune raison de tuer papa. Si maman avait fait des choix différents il y a 20 ans, nous serions tous à la maison en train de pleurer normalement au lieu d'être assis dans un poste de police pour apprendre des choses sur le meurtre et le suicide. Mais là encore, si Thomas n'avait pas été un psychopathe qui pensait que le meurtre était une solution acceptable à ses problèmes, papa serait également toujours en vie. Le blâme n'était pas entièrement à porter sur les mamans. Même si elle avait déclenché toute la tragédie, Madame Patterson, dit gentiment le détective Martinez, ce que l'assassin de votre mari a fait était son choix, pas le vôtre. Vous ne lui avez pas dit de commettre un meurtre. Nous avons été libérés de la gare vers l'aube. Le soleil se levait alors que nous rentrions chez nous, peignant le ciel dans des tons roses et dorés qui semblaient obscènes étant donné ce que nous venons d'apprendre. Les beaux matins n'étaient pas censés arriver les jours où notre monde s'effondrait complètement. La maison était différente lorsque nous sommes entrés. Pas seulement à cause des révélations de la nuit précédente, mais aussi parce que c'était maintenant une scène de crime. Trahison, le salon où nous serions tous géris, célébré et fait semblant d'être une famille normale. Aucun de nous ne savait quoi dire. Nous étions debout dans l'entrée et nous regardions comme des étrangers. Parce que d'une certaine manière, c'est ce que nous serions devenus. Les gens que nous étions hier, avant les funérailles, avant le toast ivre de Jack, avant l'inspecteur Martinez et ses terribles révélations, ces gens-là avaient disparu. Je dois appeler la maison funéraire, a dit maman. Enfin. Dites-leur de retarder encore une fois l'enterrement pendant que la police fait tout ce qu'elle doit faire. Plus de preuves, plus de tests, plus de preuves du crime de Thomas. Comme si ses aveux n'avaient pas suffi. Jack a disparu à l'étage sans un mot. J'entendais la porte de sa chambre claquer, puis plus rien. Il dormirait probablement pendant 12 heures. Et quand il se réveillerait, il devrait encore vivre en sachant qu'il portait des morceaux de cette vérité depuis des années sans savoir à quel point ils étaient réellement mortels. Maman a commencé à appeler au salon funéraire des proches qui auraient besoin d'être informés du retard et à expliquer à son patron pourquoi. Elle ne reviendrait pas travailler de sitôt. Je l'ai écouté répéter encore et encore la même explication. Il y a eu quelques développements concernant la mort de mon mari. La police est désormais impliquée. Non, je ne peux pas vraiment discuter des détails. Je me suis retrouvé aéré dans la maison en regardant tout avec un œil nouveau. Les photos de famille qui ressemblaient désormais à des mensonges élaborés. La photo de mariage sur la commode de maman où elle et papa avaient l'air si jeunes, heureux et naïfs. Les décorations de Noël que nous avions fabriquées étant enfants, étaient fièrement exposées sur le manteau de cheminée comme une preuve de l'enfance parfaite que nous pensions avoir. Est-ce que tout cela était réel? Maman avait-elle déjà vraiment aimé papa? Ou avait-il toujours été un deuxième choix, l'option sur qu'elle avait choisi tout en poursuivant son véritable amour? Thomas s'était-il déjà soucié de Jack et de moi? Ou avions-nous simplement été des obstacles qu'il tolérait pour maintenir son accès à maman? J'examinais une photo de mon diplôme d'études secondaires. Nous sourions tous à la caméra. La main de Thomas sur l'épaule de papa dans un geste d'amitié lorsque maman m'a retrouvé. Sarah. Sa voix venait des pleurs et parlait au téléphone.
Nous devons discuter de ce que nous allons dire aux gens. Je l'ai regardée debout sur le seuil du salon. Cette femme qui m'avait élevé et aimé m'avait menti toute ma vie. Elle paraissait plus petite qu'hier, diminuée par le poids de ses choix et de leurs conséquences. Que veux-tu leur dire? Ai-je demandé. La vérité, je suppose. Ou autant qu'ils ont besoin d'en savoir. Ce père a été assassiné par son meilleur ami qui avait une liaison avec sa femme. Elle tressaillit devant ma franchise. Quand tu le dis comme ça, c'est ce qui s'est passé, maman. C'est la vérité. Papa a été assassiné parce que tu le trompais. Et Thomas ne supportait pas l'idée de te perdre. Je sais. Sa voix était à peine un murmure. Je sais ce que j'ai fait. Je sais que c'est ma faute. Vraiment? Ai-je demandé. Parce qu'une partie de moi pense que Thomas est le seul responsable du meurtre. Mais une partie de moi pense que tu as créé une situation qui fait que le meurtre lui apparaît comme une option. Elle n'a pas répondu. Je suis resté là à absorber l'accusation. Est-ce que tu aimais papa du tout? Ai-je demandé. Jamais? Ou était-il toujours juste un lot de consolation? J'aimais beaucoup ton père. Les mots étaient féroces, défensifs. Pas de la façon dont j'aimais Thomas, mais je l'aimais. C'était un homme bon, un bon mari et un père merveilleux. J'ai adoré sa régularité, sa gentillesse, son intégrité. J'ai adoré la vie que nous avons construite ensemble. Mais tu aimais davantage Thomas. La pause avant qu'elle ne réponde m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'aime Thomas différemment, dit-elle finalement. Plus intensément, plus passionnément. Mais ça ne veut pas dire que mon amour pour ton père n'était pas réel. Ce n'était tout simplement pas suffisant. Non, elle a admis que ce n'était pas suffisant pour me garder fidèle, et c'est quelque chose avec lequel je devrais vivre pour le reste de ma vie. Nous sommes restés là à nous regarder à travers les décombres de notre famille, et j'ai réalisé que je ne savais pas comment avancer à partir de là. Comment reconstruire une relation avec quelqu'un après avoir appris qu'il a vécu dans le mensonge toute sa vie? Comment fais-tu faire confiance à quelqu'un qui a gardé un si grand secret pendant si longtemps? Et les funérailles de Thomas? J'ai demandé, est-ce que tu vas y aller? La question parut la surprendre. Je n'y avais pas pensé. Il a été ton amant pendant 20 ans. Il a tué papa pour toi. Cela ne mérite-t-il pas une sorte d'au revoir? Il a tué ton père, dit-elle sèchement. Il a assassiné un homme avec qui j'étais marié, le père de mes enfants. Comment pourrais-je le pleurer? De la même façon que tu as pleuré papa en projetant de t'enfuir avec Thomas. Je suppose que les mots étaient cruels et je les ai vus la frapper comme des coups physiques. Mais je n'arrivais pas à m'en empêcher. Toute la colère, la souffrance et la confusion des dernières 24 heures se déversaient et maman était la seule cible disponible. Tu as raison de me détester, dit-elle doucement. Vous l'êtes tous les deux. J'ai fait des choix qui ont détruit notre famille et maintenant ton père est mort à cause de ces choix. Je n'attends pas de pardon. Bien, dis-je. Parce que je ne sais pas si je peux le donner. Je l'ai laissé debout là-bas et je suis monté dans mon ancienne chambre. C'était exactement le même que lorsque j'avais déménagé il y a 5 ans. Même mur violet, mêmes affiches de groupe aux yeux devenus trop grands, même les jumeaux avec une couette rose que j'ai supplié quand j'avais 12 ans. Un sanctuaire pour la fille que j'avais été avant de connaître la vérité sur ma famille. Je me suis allongé sur ce petit lit et j'ai regardé le plafond, pensant à toutes les nuits que j'avais passées dans cette pièce quand j'étais enfant, me sentant en sécurité et aimé et ignorant complètement que mon monde entier était construit sur des mensonges. Thomas avait-il déjà été dans cette pièce? Lui et maman avaient-ils déjà utilisé la maison de mon enfance pour leur trahison? Cette pensée m'a rendu malade. Mon téléphone a sonné avec un SMS. Le détective Martinez, médecin légiste, confirme que l'insuline est la cause du décès. Affaire officiellement close. Mes condoléances à votre famille. Affaire close. Le meurtre de papa a été résolu en moins de 24 heures parce que son assassin avait avoué et s'était suicidé. Pas de procès, pas de longue enquête, pas de mois d'incertitude. Juste un aveu, un suicide et un dossier clos. Cela aurait dû ressembler à une clôture, mais ce n'est pas le cas. C'était comme le début de quelque chose de bien plus difficile qu'une enquête pour meurtre. Le début de l'apprentissage de la façon de vivre avec la vérité. Au cours des jours suivants, l'histoire s'est répandue dans notre petite ville comme une traînée de poudre. La mort de papa étant reclassée comme homicide a fait la une des journaux locaux, et de là,
elle a été diffusée dans les médias régionaux et sur les réseaux sociaux. La combinaison du meurtre, de l'adultère et du suicide était trop salace pour que les gens l'ignorent. Soudain, tous ceux qui connaissaient notre famille avaient une opinion. Certaines personnes ont entièrement blâmé maman, la traitant de femme égoïste dont la liaison avait directement conduit à la mort de son mari. D'autres ont concentré leur colère sur Thomas, le décrivant comme un psychopathe manipulateur qui a détruit une famille innocente. Certains reprochaient à papa d'être trop confiant, trop passif, de ne pas reconnaître ce qui se passait sous son propre toit. La maison funéraire était inondée de journalistes à la recherche de citations. Notre maison est devenue une destination pour les badauds qui passaient lentement en essayant d'apercevoir la famille au centre du scandale. Maman a dû débrancher le téléphone fixe à cause de tous les appels de journalistes et de podcasteurs sur la vraie criminalité souhaitant des interviews. J'ai qu'à gérer la situation en disparaissant complètement. Il a pris un congé de son travail et a passé la plupart de son temps à conduire ou à s'asseoir dans les bars, évitant la maison, les journalistes et les spéculations interminables sur la tragédie de notre famille. Quand il était à la maison, il parlait à peine à maman. Et quand il lui a parlé, ses paroles étaient froides et tranchantes. Je l'ai géré en me jetant dans les détails pratiques. S'occuper des affaires de papa, gérer les arrangements funéraires retardés, répondre aux appels des proches qui voulaient savoir ce qui se passait réellement. Il était plus facile de se concentrer sur les tâches que de penser aux émotions. Maman l'a géré en ne le manipulant pas du tout. Elle restait dans sa chambre la plupart du temps, n'en sortant que pour préparer du café ou accepter des livraisons de nourriture. Elle avait l'air de vieillir. Et avance rapide, son visage devenant de plus en plus ridé et gris de jour en jour. L'enterrement retardé a finalement eu lieu un jeudi matin, exactement une semaine après les funérailles initiales de papa. Cette fois, il n'y avait pas foule de personnes en deuil. Pas d'accueil ensuite, juste la famille proche, une poignée de proches qui ululent à nos côtés malgré le scandale, et une grappe de journalistes tenus à distance par les barricades policières. Debout près de la tombe de mon père, regardant son cercueil descendre dans le sol pour la deuxième fois, j'ai ressenti un étrange sentiment de déconnexion. Cela aurait dû être le moment des derniers adieux, de la clôture, de la paix. Au lieu de cela, cela semblait être juste une autre étape dans un processus qui pourrait ne jamais vraiment se terminer. Le pasteur, différent cette fois, puisque le pasteur de notre famille avait discrètement suggéré que nous pourrions être plus à l'aise avec quelqu'un d'autre, a parlé de pardon et de rédemption et de trouver la paix après une tragédie. Les mots semblaient creux, comme s'ils étaient destinés à un autre type de mort, un autre type de chagrin. Après l'enterrement, nous sommes rentrés tous les trois dans notre maison vide. Les journalistes avaient finalement renoncé à leur veillée et le téléphone avait cessé de sonner aussi constamment. L'intérêt intense du public pour notre histoire commençait déjà à s'estomper, remplacé par de nouveaux scandales et de nouvelles tragédies. Mais pour nous, le dur labeur ne faisait que commencer. J'ai pensé à vendre la maison. Maman a annoncé lors d'un dîner qu'aucun de nous ne mangeait vraiment. Jake leva les yeux de son assiette intacte. Et aller où? Je ne sais pas. Ailleurs. Quelque part où nous pouvons recommencer sans que tout le monde connaisse notre métier. Vous ne pouvez pas fuir cela. J'ai dit que ça ne cesserait pas d'être vrai simplement parce que tu as changé ton code postal. Je le sais. Mais peut-être qu'il serait plus facile de comprendre comment vivre avec la vérité si nous n'étions pas entourés de rappels constants des mensonges. Elle avait raison. Chaque pièce de cette maison contenait des souvenirs entachés par de nouvelles connaissances. Chaque photo de famille accrochée au mur racontait une histoire différente de celle que nous pensions vivre. Même les meubles semblaient être une preuve de tromperie. Maintenant, c'est les choses, a demandé Jake. Ces vêtements, ces outils, ces livres. Vous allez juste les emballer et faire comme s'ils n'avaient jamais existé. Bien sûr que non. La voix de maman était aiguë de douleur. Je ne ferai jamais ça, mais garder ces affaires ne nécessite pas de garder cette maison. Nous pourrions prendre ce qui compte et repartir à zéro ailleurs. Recommencer à zéro, répéta Jake. C'est vrai. Parce que c'est si simple. Ce n'est pas facile, rétorqua maman. Rien dans tout cela n'est facile. Mais quelle est l'alternative? Restez ici et soyez la famille que tout le monde désigne et dont tout le monde murmure. Reste ici et laisse le meurtre de ton père définir le reste de nos vies. C'est peut-être ce que nous méritons, dit doucement Jake. Les mots flottaient dans l'air comme un défi. Peut-être que nous méritions d'être hantés par cette tragédie. Peut-être que fuir serait juste une autre forme d'égoïsme, une autre façon d'éviter les conséquences des choix de maman.
Mais peut-être que rester serait un autre type d'égoïsme, un refus de donner à Jake et moi la chance de construire une vie qui ne soit pas éclipsée par le scandale et le chagrin. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, dis-je finalement. C'est trop difficile à décider en ce moment. Je n'essayais pas de presser qui que ce soit. Je voulais juste faire connaître cette idée. Après le dîner, je suis sorti dans la cour et je me suis assis sur la vieille balançoire en pneus. La corde s'effilochait maintenant, probablement dangereuse, mais elle retenait mon poids. J'ai poussé doucement. Me balançant d'avant en arrière dans le crépuscule, pensant à toutes les fois où papa m'avait poussé sur cette balançoire quand j'étais petite. Simple? Oui, avait-il déjà eu des fissures? Dans la fondation, des signes de la trahison qui finiraient par tout détruire? J'ai entendu des pas derrière moi et je me suis retourné pour voir Jake approcher. Il avait l'air horrible, mal rasé, les yeux creux, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Ça te dérange si je te rejoins, il a demandé. Je lui ai fait de la place par terre à côté de la balançoire. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant un moment, regardant tous les deux la cour où nous jouions quand nous étions enfants. Tu penses que papa était heureux? Ai-je finalement demandé. Jake réfléchit sérieusement à la question. Je pense qu'il était content. Il avait son travail, sa famille, sa routine. Il n'était pas le genre de personne qui avait besoin de beaucoup d'excitation ou de drame pour être satisfait. Mais était-il heureux? Vraiment heureux? Je ne sais pas, Jake a admis. Peut-être que le bonheur n'était pas son but. Peut-être qu'il était plus concentré sur le devoir, la responsabilité et le fait de faire ce qu'il fallait. Et maman en a profité. Ouais, elle l'a fait. Nous restâmes assis tranquillement, écoutant les bruits du quartier s'installant pour la nuit. Des chiens aboient dans les cours lointaines, des émissions de télévision diffusées à travers les fenêtres ouvertes, les sons ordinaires des vies ordinaires vécues par des gens ordinaires qui n'étaient pas confrontés au meurtre, à la trahison et aux secrets de famille. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai demandé à Jake quelle était l'idée de maman de vendre la maison et de recommencer ailleurs. Je ne sais pas si recommencer est possible, dit-il. Vous pouvez changer votre adresse, mais vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas ignorer ce que vous savez maintenant, mais vous pouvez peut-être apprendre à vivre avec cela différemment. Peut-être. Il prit un bâton et commença à gratter des motifs dans la terre. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr de vouloir apprendre à vivre avec. Je ne suis pas sûr de vouloir pardonner à maman ce qu'elle a fait ou trouver un moyen de surmonter cela. Peut-être que certaines choses sont censées faire mal pour toujours. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Il y avait quelque chose de presque réconfortant dans la douleur, dans le fait d'avoir une raison claire de se sentir en colère et trahi. Le pardon exigerait du travail, il faudrait choisir d'abandonner le ressentiment justifié. Parfois, il était plus facile de s'accrocher à la blessure. Papa ne voudrait pas ça pour nous, dis-je. Il voudrait que nous trouvions un moyen d'aller bien, d'être heureux. Papa est mort parce qu'il a essayé de faire le bon choix, répondit Jake avec amertume. Parce qu'il faisait confiance à des gens auxquels il n'aurait pas dû faire confiance. Parce qu'il essayait de résoudre les problèmes tranquillement au lieu de tout brûler. Regardez où cela l'a mené. Alors quelle est l'alternative? Tout brûler nous-mêmes? Rester en colère pour toujours? Punir maman pour le reste de sa vie? Peut-être. La simplicité de sa réponse était effrayante. Jake avait toujours été le plus doux, le pacificateur, celui qui essayait de voir le meilleur chez les gens. S'il était prêt à accepter une colère permanente, alors les dégâts causés à notre famille étaient encore pires que je ne l'avais imaginé. Je vais vendre ma part de la maison à maman, annonça-t-il soudain. Peu importe ce que mon père m'a laissé, quelle que soit la valeur de mon héritage, je vais le lui céder et m'en aller. Jake, je ne peux pas faire ça, Sarah. Je ne peux pas m'asseoir autour de la table et prétendre que nous sommes toujours une famille. Je ne peux pas bavarder avec une femme dont la liaison a causé le meurtre de notre père. Je ne peux pas prétendre lui pardonner simplement parce que c'est ce que tout le monde attend de moi. Alors, tu vas juste disparaître? Ne plus jamais lui parler? Je vais essayer. La finalité de sa voix m'a fait peur. Ce n'était pas une colère temporaire qui s'estomperait avec le temps. C'était une rupture permanente, une rupture délibérée des liens familiaux. Et moi? Ai-je demandé doucement. Est-ce que tu m'interromps aussi? Avec son meurtrier. Je pense à tous ces dîners de famille où Thomas est assis à notre table et a souri et a fait semblant d'être l'ami de papa alors qu'il complotait pour le tuer. Je pense à 20 ans de mensonges.
Et je ne peux pas discuter avec lui pour lui dire que couper complètement maman ne ferait que causer plus de dégâts, mais j'ai compris sa position. La trahison était si massive, si fondamentale que peut-être que le pardon n'était vraiment pas possible. Peut-être que certaines blessures étaient trop profondes pour être guéries. Où iras-tu? Ai-je demandé. J'ai un ami à Denver qui m'a dit que je pouvais dormir avec lui pendant que je cherchais du travail. Nouveau départ, nouvelle ville, nouvelle vie. S'enfuir. Ouais, je m'enfuis. Nous sommes restés assis là jusqu'à ce que la nuit tombe complètement. Aucun de nous ne voulait retourner dans la maison où maman était probablement assise seule avec sa culpabilité et son chagrin. Finalement, les moustiques se sont suffisamment dégradés pour que nous ayons dû nous retirer à l'intérieur. Maman était dans le salon, assise sur la chaise de papa avec un album photo ouvert sur ses genoux. Elle a levé les yeux quand nous sommes entrés et j'ai pu voir qu'elle pleurait encore. Je regardais des photos de ton enfance, dit-elle doucement, essayant de se souvenir des bons moments. Jake n'a pas répondu, il s'est juste dirigé directement vers les escaliers. J'ai entendu la porte de sa chambre se fermer avec une force inutile. Il s'en va, ai-je dit à maman. Il déménage à Denver. Elle hocha la tête comme si elle s'y attendait. Et vous? J'ai réfléchi à la question. Reste ici dans cette maison hantée avec ma mère en deuil et coupable. Suivez Jake dans une nouvelle ville et essayez de construire une vie loin de tout ce drame. Trouvez une troisième option qui n'implique pas de choisir un camp. Je ne sais pas encore. J'ai dit, honnêtement, je comprends si tu veux aussi partir. Maman a dit, je comprends si vous me détestez tous les deux. Je comprends si vous ne voulez plus jamais me revoir. Je ne vous déteste pas, dis-je, me surprenant de la vérité. Je déteste ce que tu as fait. Je déteste que papa soit mort à cause des choix que tu as faits. Je déteste que notre famille soit détruite. Mais je ne te déteste pas. Elle a recommencé à pleurer, mais ses larmes sont différentes. Moins désespérées, peut-être. J'aimais ton père, dit-elle. Je sais que c'est difficile à croire maintenant, mais je l'aimais. Pas assez, peut-être. Mais je l'aimais. Je sais. Et je t'aime toi et Jake plus que tout au monde. Cela n'a jamais été un mensonge. Je le sais aussi. Mais je sais aussi que l'amour ne suffit plus. Je sais que j'ai cassé quelque chose qui ne peut pas être réparé, et je sais qu'il y a des conséquences avec lesquelles je devrais vivre pour toujours. Elle ferma l'album photo et le mit de côté. Si vous décidez de partir, je n'essaierai pas de vous arrêter, ni l'un ni l'autre. Tu as été assez blessé par mes choix. Vous méritez la chance de construire des vies qui ne sont pas définies par mes erreurs. Plus tard dans la nuit, allongé dans mon lit d'enfance pour ce qui pourrait être la dernière fois, j'ai pris ma décision. Je resterai, du moins pour le moment. Non pas parce que j'avais pardonné à maman et non pas parce que je pensais que notre famille pouvait être réparée, mais parce que quelqu'un devait être témoin de ses conséquences. Quelqu'un devait s'assurer qu'elle ne réinvente pas l'histoire ou ne minimise pas ce qu'elle avait fait. Et peut-être qu'un jour nous trouverions comment vivre avec la vérité. Le lendemain matin, Jake a préparé une seule valise et chargé sa voiture. Il m'a dit au revoir sur le porche, a promis de m'appeler une fois installé à Denver et m'a fait un câlin qui ressemblait à une fin. Prends soin de toi, dit-il. Ne la laissez pas vous culpabiliser et vous inciter à rester si vous ne le souhaitez pas. Je ne reste pas pour elle, lui ai-je dit. Je reste pour moi. Il hocha la tête comme s'il comprenait, même si je n'étais pas sûr de l'avoir compris moi-même. J'ai regardé sa voiture disparaître au coin de la rue, puis je suis retourné à l'intérieur où maman était assise à la table de la cuisine avec son café et ses regrets. Elle paraissait plus petite que jamais, comme si le chagrin la rétrécissait littéralement. Il n'y a plus que nous maintenant, a-t-elle déclaré. Ouais, juste nous. Tu es sûr de vouloir rester? Je me suis servi une tasse de café et je me suis assis en face d'elle à la table où notre famille avait partagé des milliers de repas, où Thomas était assis des dizaines de fois en trahissant celui qui le considérait comme son frère. Je ne suis plus sûr de rien, dis-je. Mais je reste quand même. Elle hocha la tête. Et pour la première fois depuis que tout a commencé, j'ai vu quelque chose qui aurait pu être de l'espoir dans ses yeux. Ce n'était pas un pardon. Ce n'était pas une absolution. Ce n'était pas une promesse que tout irait bien. Mais c'était un début. Et peut-être que pour l'instant c'était.